Soyez bienvenus, merci de nous rejoindre. Nouveau numéro d'International avec pour thème la grande absente de l'actualité. En effet, le 1er décembre, comme chaque année, est consacré à la mobilisation contre la pandémie du sida. Un sida qui a pratiquement disparu de la une des journaux. Nous voulons faire le point dans cette émission internationale avec RFI, TV5 Monde, réalisée en collaboration avec le quotidien Le Monde, en conviant à cette table Michel Sidibé. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général adjoint de l'ONU et directeur exécutif d'ONU SIDA. Nous allons avec Sophie Malibaud de RFI et avec Sandrine Cabu du quotidien Le Monde vous poser des questions sur l'état de cette pandémie, sur l'espoir que l'on peut avoir et puis sur un certain nombre d'aspects géopolitiques qui sont liés à cela. Tout d'abord, peut-être cette première question. Je le disais, le 1er décembre, journée de mobilisation qui est passée inaperçue. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Une bonne parce que ça voudrait dire que ce n'est plus un problème d'urgence, ou une mauvaise parce que, au fond, le monde ne s'y intéresse plus 35 ans après l'apparition de la maladie. Je pense que, Philippe, c'est très important parce que j'ai l'impression qu'on a perdu le sens de s'indigner parce qu'il y a quand même 2 millions de nouvelles infections chaque année. Il y a plus d'1,1 million décès chaque année et nous avons perdu 35 millions de personnes. On a eu 70 millions d'infections. Je pense que depuis la peste, on n'a pas eu une épidémie qui nous a affectés autant. Mais quelque part, c'est une bonne nouvelle parce qu'on est victime de nos succès. Il faut reconnaître que la solidarité globale nous a permis d'atteindre des résultats qu'on n'aurait jamais pensé atteindre. Donc une mobilisation très, très importante. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que la maladie est globalement sous contrôle ? Je dirais qu'il y a quelques années de cela, on n'avait pratiquement personne sous traitement. Et aujourd'hui, on a 18 millions 200 000 personnes sous traitement. Il y a 2 ans, quand on s'est rencontrés sur ce plateau, on avait 13 millions. Donc, pratiquement en 2 ans, on a mis plus de 5 millions de personnes sous traitement. Aujourd'hui, je pourrais dire qu'on a doublé le nombre de personnes, d'enfants sous traitement. Et Sandrine, je me rappelle, me disait, il y a cette face cachée, et ces enfants qui n'étaient pas sous traitement. On a 900 000 enfants sous traitement. Sophie Malibaud. Justement, concernant les traitements, est-ce qu'il y a encore moyen de les améliorer? Parce que les enfants, précisément, ont beaucoup de mal à les supporter. Est-ce qu'il y a encore des investissements possibles dans cette branche-là pour améliorer les traitements? Je crois qu'avec United, on est en train de travailler dans ce sens-là et je suis convaincu que de plus en plus, on a des meilleurs traitements pour les enfants et on aura bientôt un traitement qui sera mis sur le marché qui permettra de mieux traiter les enfants. Mais déjà, comme je disais, on a doublé le nombre d'enfants sous traitement en moins de 5 ans. Où ça? Les enfants du Nord sont à égalité avec les enfants du Sud? Ah non, l'inégalité, elle est criante, malheureusement. Et elle n'est pas seulement Nord-Sud. Comme je le disais, on a 18 millions de personnes, 18 millions 200 000 personnes sous traitement. Mais quand vous regardez ce qui se passe en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, avec Médecins sans frontières, on a lancé un cri d'alarme. Il y a 3 personnes sur 4 qui n'ont pas accès au traitement. C'est la même chose pour les enfants. Les enfants du Nord sont pratiquement tous sous traitement. Sandrine Cabu, Le Monde. Oui, justement, pour préciser l'accès au traitement des adultes, on voit bien ce que vous soulignez à l'instant, l'hétérogénéité de l'accès au traitement selon les pays et selon, même en restant sur le continent africain. Il y a des zones où c'est moins d'un patient sur 5 qui a accès au traitement, d'autres où c'est un patient sur 2. Est-ce que vraiment chacun essaie de faire dans son coin? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de coordonner au moins à l'échelle d'un continent? Non, vous avez raison, parce que c'est pour cette raison qu'avec Médecins sans frontières, on est en train de lancer un plan de rattrapage d'urgence pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il n'y a que 3 personnes sur 4 qui ont accès au traitement, mais on a 1 400 000 personnes qui sont positives, qui savent qu'ils sont positives, mais qui n'ont pas accès du tout au traitement. Vous imaginez 1 400 000 personnes dans la nature quelque part et qui peuvent transmettre l'épidémie. Donc c'est un problème très sérieux en termes d'équité. Et qu'est-ce qui fait que d'un pays à l'autre, quasiment voisin, on a un
une telle différence Moi, je crois qu'il y a eu d'abord entre l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est, il y a un problème de magnitude de l'épidémie. Au début, on a eu quand même une épidémie très forte en Afrique australe. Donc, il y a l'industrie qui s'est intéressée beaucoup plus à investir dans ces zones. Les médicaments sont arrivés. L'appui technique, elle était beaucoup plus anglophone. Les ressources étaient mobilisées. Donc, les leaders politiques ont eu beaucoup plus peur de l'épidémie en Afrique australe et en Afrique de l'Est qu'en Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui, on ne peut plus. Si on veut ne pas avoir ce qu'on a eu, par exemple, avec la poliomyélite, où on a eu des éliminations, où on pensait qu'on pouvait complètement contenir la maladie, mais on est resté sur certains pays où on a vu l'émergence de cette épidémie de nouveau. Monsieur Sibé, il y avait ce slogan il y a quelques années, au début d'une forme de mobilisation, c'était de dire que les malades étaient au sud et les médicaments au nord. Est-ce que globalement, ça reste vrai ? Moi, je crois que ça reste vrai dans ce sens que les médicaments de qualité qui pourraient permettre justement de faire en sorte qu'on ait moins de résistance, qu'on n'ait pas le risque d'une résistance, sont beaucoup plus au nord. Il faut le reconnaître. Les médicaments de deuxième niveau, même les médicaments de premier niveau, les premières molécules qui sont de très bonne qualité, on ne les a pas encore un peu partout dans le Sud. Donc, il faut se battre pour aller vers une plus grande démocratisation de l'accès à ces médicaments-là. Et c'est là que le débat, et je crois qu'avec Sophie la dernière fois, c'était très intéressant, sur la recherche et le développement. Sophie Malibaud. Simplement, l'envers de la médaille des traitements qui s'améliorent aussi dans certaines régions du monde, c'est que finalement, il y a une sorte de relâchement au niveau de la prévention peut-être. Est-ce qu'on fait suffisamment pour éviter que... parce que le fait d'avoir de meilleurs traitements et de pouvoir éviter la transmission de la maladie par le traitement, du fait du traitement, fait qu'il y a des moyens comme le préservatif. Moi, je crois que la pire des choses qui nous arrivent, c'est la complaisance. Et parce qu'on ne voit plus les gens mourir, on voit de moins en moins les lits d'hôpitaux remplis de malades du sida. Donc, ce qui se passe, c'est que la prévention primaire n'est plus la chose la plus importante. Prévention primaire, c'est le préservatif, par exemple. C'est donner l'information aux jeunes, faire en sorte que le préservatif soit là, faire en sorte que les personnes clés puissent avoir l'information et ne pas se cacher derrière un silence qui en fait tue. Sandrine Cabu. Oui, vous rappeliez tout à l'heure que c'est 2 millions le nombre de nouvelles contaminations par an. Et c'est depuis 10 ans. Donc là, effectivement, il y a matière à indignation, puisque ce chiffre-là, qui pourrait paraître simple à faire baisser avec les moyens dont on parlait tout à l'heure, ne bouge pas. Est-ce qu'il y aurait des nouveaux moyens de toucher ces publics ? Moi, je crois qu'il faut d'abord situer le cadre de cette infection. Quand vous regardez, par exemple, ce qui m'indigne le plus, c'est les jeunes filles. Vous allez, par exemple, en Afrique australe aujourd'hui, 90%, je dis bien, des nouvelles infections chez les adolescents se produisent chez les jeunes filles. Et on sait qu'aujourd'hui, ces jeunes filles, elles sont confrontées à 3 menaces importantes. D'abord, l'infection qui croît, même quand on sait que l'infection décroît chez d'autres. Et on voit la mortalité chez ces jeunes filles qui croît. Mais aussi, on sait qu'elles n'ont pas accès au traitement, le dépistage est très faible. Alors précisément, vous parliez de l'Afrique australe. Il y a une question qui revient fréquemment, c'est celle du vaccin, du traitement. Je vous propose de regarder justement le lancement d'une campagne de vaccination en Afrique du Sud et vous nous direz si c'est une piste d'espoir supplémentaire. C'est peut-être l'aboutissement de 30 ans de recherche. HVTN 702, un nom un peu obscur pour un essai clinique porteur de nombreux espoirs. Ce vaccin contre le sida avait déjà été testé en Thaïlande il y a 7 ans. Depuis, il a été amélioré. Il avait alors permis de réduire de 30% les risques de contamination. Ce chiffre de 30% en Thaïlande a été une étape clé. C'est la première fois qu'on a reçu un signe qu'un vaccin pouvait protéger contre le VIH. Cela a bouleversé nos vies parce qu'on pouvait se baser sur ça et sur la preuve qu'un vaccin pouvait fonctionner. L'ampleur de cette expérimentation est inédite. Plus de 5000 volontaires y participent à travers tout le pays.
Le choix de l'Afrique du Sud est symbolique dans un pays où 19% de la population est porteuse du virus du sida. Notre cible, ce sont les jeunes filles et les jeunes hommes, les adolescents avant leur premier rapport sexuel. Et on aimerait créer un programme basé sur l'école. Donc l'une des choses que l'on va faire en parallèle de cet essai, c'est de commencer à s'intéresser à la résistance du vaccin dans des groupes de tranches d'âge différentes. Les autorités sud-africaines entendent continuer leur campagne de prévention en parallèle du projet. L'efficacité réelle du vaccin ne sera pas connue avant 4 ans. Michel Sidibé, des chiffres terribles, 20% de la population qui vit avec le virus. On a aujourd'hui une piste nouvelle avec cette vaccination. Ça, vous y croyez? Ça peut changer la donne? Moi, je pense que les chercheurs ont toujours rêvé d'un vaccin. Il faut le reconnaître. On a eu... Depuis plus de 30 ans, on espère. Depuis plus de 30 ans. Et on doit continuer, on doit se battre parce que sans le vaccin, on ne mettra pas fin à l'épidémie. Et cette piste, elle est très intéressante parce que cette piste tient compte des résultats qu'on avait eus en Thaïlande, qui étaient une efficacité de 30%. Et on croit que peut-être ce vaccin va nous donner une efficacité beaucoup plus grande. Mais il faut continuer à utiliser tous les outils qu'on a de prévention. Et est-ce que ça mobilise beaucoup de financement, la recherche sur la vaccination? Non, moi je crois que c'est dommage parce que quand on regarde la plupart des financements, on constate qu'il y a une baisse au niveau du financement pour la recherche, particulièrement le vaccin, la cure. Il faut se battre pour financer la recherche. La recherche est indispensable. Et malheureusement, dans la lutte contre le sida, on constate une baisse des financements pour trouver un vaccin, pour trouver une cure. Les chercheurs se battent et il faut nécessairement des investissements colossaux. Il faut les faire. Sandrine Cabut? Oui, je voulais savoir aujourd'hui combien on a de pistes de vaccins, parce qu'on voit bien que les chercheurs travaillent dans différentes directions pour mettre au point ce vaccin que tout le monde attend. Combien il y en a qui sont en essais cliniques et combien qui éventuellement sont à des stades plus précoces chez les animaux? Moi, je pense que la plupart des vaccins, on a beaucoup qui sont il y a des pistes. Mais ce qui est le plus important à l'heure actuelle, c'est certainement l'essai clinique qui a été lancé le 30 novembre en Afrique du Sud. Avec 5000 personnes, avec 15 sites d'expérimentation sur une population où on sait qu'il y a plus de 5 millions de personnes infectées, donc avec un virus, et on sait que cette recherche pourrait permettre d'avoir un vaccin qui pourrait s'adapter à d'autres virus, à d'autres types, à d'autres prototypes de virus. C'est-à-dire que si cet essai clinique, les résultats sont positifs, cela pourrait conduire à commercialiser le vaccin? Ou est-ce qu'il y aurait encore d'autres étapes? Moi, je pense qu'il faut compter peut-être entre 4 et 8 ans. Parce que je ne suis pas convaincu qu'on aura le vaccin demain matin. Oui, mais alors, au bout du compte, Michel Sidibé, qu'est-ce qui vous rend si optimiste et qu'est-ce qui vous permet de penser qu'on pourrait arriver à avoir la maladie sous contrôle? Vous savez, c'est tellement intéressant parce que quand vous regardez ce qui se passe, on a eu 3 études qui viennent de paraître et c'est des études intéressantes au niveau de la population, pas des modèles mathématiques. Et au Malawi, donc pays avec une prévalence très élevée, le Zimbabwe, une prévalence très élevée, la Zambie, une prévalence très élevée. Et ils viennent de montrer qu'avec ces études-là, auprès des populations, plus de 80 000 personnes, qu'on a une baisse de l'incidence de l'infection chez les populations adultes. Et entre 51 et 76%, dû à l'augmentation de la couverture, dû au fait qu'il y a une suppression de la charge virale, donc de l'activité du virus dans le sang. Donc ça, c'est vraiment des pistes d'espoir qui montre qu'on est en train... Et puis l'élimination de la transmission de la mère à l'enfant, je pourrais revenir. Michel Sidibé, précisément, il y a un chiffre qu'on avait retenu, celui pour 2020 de l'objectif 90. On rappelle, ça veut dire que 90% des séropositifs connaissent leur statut, 90% ont un traitement et 90% de la charge virale a disparu. Ça, c'est pour dans 4 ans. C'est encore tenable? Ah oui, c'est tenable. On voit par exemple, comme je le disais tout de suite, des pays, dans certains pays développés comme la Suède, ont déjà démontré
montré qu'ils ont atteint les 90-90 et qu'ils ont le contrôle de l'épidémie, que pour eux, c'est pratiquement l'épidémie est sous contrôle. Mais des pays, comme je le disais tout, le Malawi, des pays comme la Zambie, tout ça, ont montré qu'ils pouvaient, et même le Rwanda, qui ont plus de 86% de suppression de la charge virale. Donc, quand on atteint ce niveau-là, on brise le cycle de la transmission du virus. Mais vraiment, est-ce que vous êtes réaliste quand vous pensez que 90% des gens connaîtront leur statut? Étant donné qu'aujourd'hui, on évalue, l'OMS dit qu'il y aurait 14 millions de gens ignorant leur séropositivité. Ah, mais c'est intéressant parce que, Sophie, il y a 2 ans, vous me posiez la même question, vous me disiez 19 millions. Et aujourd'hui, on a 14 millions. Donc, en 2 ans, ça prouve qu'il y a 5 millions de personnes additionnelles qui sont parties pour le dépistage. Et on voit aussi, avec les progrès de l'autotest en France, on n'avait pas encore les directives de l'OMS. Les directives de l'OMS viennent de sortir il y a à peine 1 semaine. Quand les pays vont adopter l'autotest, en France, on a eu peut-être 140 000 achats d'autotests. On a vu que ce qui était intéressant... Pour être plus précis, donc l'autotest qui permet de dépister soi-même le virus en prenant, comme vous l'avez si bien expliqué, juste une goutte de sang et on peut savoir si on est positif. Et ce qui est intéressant, les études en France montrent que 50% des personnes qui ont été pour l'autotest ne seraient pas venues. Et 40%, c'était la première fois qu'ils se faisaient dépister. Alors donc, c'est très important parce que c'est ça l'arme suprême contre la discrimination. Ah bien sûr. Et à partir du moment où les gens sont capables d'avoir accès à des technologies nouvelles pour se dépister, se faire connaître leur statut, ils vont aller vers le traitement. On a vu l'augmentation du traitement, c'est incroyable. Les 6 derniers mois, on a eu plus d'1 million de personnes nouvelles qui ont eu accès au traitement. Personne n'aurait pensé qu'on aurait pu atteindre des chiffres de cet ordre il y a quelques années. Dans quelle région du monde? Pratiquement en Afrique. L'Afrique du Sud, par exemple, a augmenté de plus de 600 000 personnes. Donc, ils ont 3 400 000 personnes sous traitement aujourd'hui. Ils ont le programme le plus large de personnes traitées au monde. Michel Sidibé, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des pays dans le déni? Il y a quelques années, par exemple, l'Iran disait qu'elle n'était pas concernée par la maladie. Est-ce que quelque part dans le monde, il y a encore des pays qui refusent, Moi, qui se voilent la face? Moi, je pense que le déni, non. Ce qui se passe, par exemple, les pays du Moyen-Orient, les pays, même la Ligue arabe, pour la première fois, a une stratégie de lutte contre le sida. Pour la première fois, décide d'avoir une politique d'antidiscrimination. Donc, des pays comme l'Iran, moi j'ai visité l'Iran, bien sûr qu'il y a des problèmes énormes en termes de discrimination, de stigmatisation. Mais le vrai problème, la chose qui m'a le plus émerveillé en Iran, c'est lorsque j'ai visité les prisons. Trouver qu'il y avait la distribution de la méthadone, faire en sorte que les seringues soient mises à la disposition des prisonniers. Et je croyais que je n'allais jamais voir ce genre de programme en Iran. Oui. Je voulais revenir sur les autotests un instant. Oui. Est-ce qu'en Iran, par exemple, ils sont disponibles? Et est-ce que, concrètement, ils sont très distribués et où sont-ils distribués? Sont-ils donnés gratuitement dans les dispensaires ou les pharmacies? Comment faire qu'ils soient utilisés? Sandrine, c'est une bonne question. Et moi, je me suis battu et on a travaillé étroitement avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour qu'il y ait des directives. Vous savez, la plupart des pays n'adoptent et s'approprient ces mesures-là que lorsqu'il y a des directives de l'OMS. Et ces directives viennent de sortir il y a à peine 10-15 jours. Donc, je crois que le programme va aller beaucoup plus à l'échelle à l'heure actuelle. Les pays vont être demandeurs et les prix vont baisser. Parce que, par exemple, les médicaments, ils ont été diminués leur prix était diminué par 100, je crois. C'est incroyable. On n'a jamais vu ça. Imaginez-vous, on payait pratiquement $10 000 par personne par an. Aujourd'hui, on paye $80 par personne par an. Si on devait mettre les 18 millions de personnes qui sont sous traitement aujourd'hui, on aurait dû utiliser 180 milliards de dollars. C'est 3 fois l'aide publique au développement pour l'Afrique.
Encore beaucoup de questions, Michel Sidibé, Oui. directeur exécutif de NUCIDA, secrétaire général adjoint de l'ONU. Avant de vous retrouver et de vous poser ces questions avec Sophie Mélébaud et Sandrine Cabu, point de l'actualité sur les antennes de RFI et de TV5 Monde. Retour international, nous recevons Michel Sidibé, secrétaire général adjoint de l'ONU et directeur exécutif de NUCIDA. Michel Sidibé, on le voit dans l'actualité, il y a actuellement de grands désordres internationaux avec des conflits, avec des grandes vagues migratoires. C'est d'autant plus difficile dans ce type de contexte de pouvoir avoir accès à ces malades, accès aux soins. Les hôpitaux sont détruits dans de nombreux pays. Comment fait-on? Est-ce qu'il faut se résigner à ce qu'il y ait au fond des poches d'abandon, des zones grises où les malades ne soient pas traités? Non, moi je crois qu'il faut encore s'indigner. Ce n'est pas acceptable. On ne peut pas créer des cimetières et croire qu'on va aller retrouver des populations vivantes qui auront accès aux services. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit des murs qui se construisent. On voit un protectionnisme qui m'inquiète. Et moi, je ne pense pas qu'on puisse résoudre ces problèmes de migration en abordant que ces questions-là en dehors du développement. Les populations qui migrent, prenez la plupart des populations du Sahel, de la région d'où je viens. Le Mali, oui. Aujourd'hui, on a pratiquement 70% de la population qui a moins de 30 ans. Ces populations n'ont pas d'espoir, n'ont pas d'emploi. Où est-ce que ces populations vont aller? Soit on a une radicalisation plus importante et ils vont rejoindre des groupes qui sont des groupes radicalisés, ou bien ces personnes vont tenter d'aller ailleurs. Donc il faut qu'on comprenne que ces problèmes d'immigration sont des problèmes très difficiles à résoudre, et d'autant plus si on n'aborde pas la question de la sécurité humaine. Comme je dis, l'éducation, l'accès à la santé. On a à peu près 150 millions de personnes qui tombent dans la pauvreté chaque année parce qu'ils doivent payer les soins de leurs poches. Leurs familles sont disloquées. Où est-ce que ces personnes vont aller? Michel Sidibé, quand vous observez la situation en Europe, la situation politique, certains pays avec des restrictions supplémentaires pour les étrangers, pour leur accès à la santé, est-ce que ça éveille des craintes chez vous? Bien sûr, moi je pense que c'est pratiquement impossible de vivre de façon isolée aujourd'hui. On est dans un monde, qu'on le veut ou non, globalisé, mondialisé, un monde où il y a un mouvement de population extraordinaire. On a pratiquement 1 milliard de migrants, une personne sur 7 qui migre. On ne peut plus continuer à croire qu'on va pouvoir vivre avec nos murs autour de nous. Mais ce qui m'inquiète, c'est, comme je le disais, la santé, ne pas pouvoir avoir une redistribution des opportunités pour donner la chance à tout le monde et crée des problèmes additionnels. 150 millions de personnes qui tombent dans la pauvreté chaque année. Mais vous pensez qu'un pays comme la France est concerné justement, vous avez des craintes par rapport au système de santé en France même, et à l'accès des étrangers à ce système? Vous voyez, il y a plusieurs problèmes qui m'inquiètent énormément. D'abord, lorsque vous avez une recherche sur un produit nouveau, prenons par exemple le médicament du cancer du cancer de la peau, 100 000 euros. Où est-ce qu'un Malien vivant à Tombouctou aura la chance d'avoir accès à ce traitement-là? C'est impossible. Donc, moi, je ne crois pas que la propriété intellectuelle doit conduire à l'exclusion. Et il faut que les brevets passent dans le domaine public plus rapidement? Il faut qu'on arrive à faire des médicaments, certains médicaments, des biens publics mondiaux. C'est ce qui s'est passé dans la lutte contre le sida. Et je le disais, on n'aurait pas pu mettre 18 millions de personnes sous traitement aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui, Michel Sidibé, puisque les États-Unis y ont renoncé, est-ce qu'il y a encore des pays qui mettent au fond des barrières ou des filtres à la migration, à l'arrivée sur leur territoire de porteurs du virus? Ah oui, malheureusement, quand j'ai pris cette position, on avait plus de 70 pays.
Aujourd'hui, on a peut-être 33 pays. On avait la Chine, on avait les États-Unis, et on a encore 33 pays qui refusent l'entrée sur leur territoire des personnes vivant avec le VIH. Et je crois que ce sont ces exclusions-là qui ne sont pas acceptables. Et parce que, qu'on le veuille ou non, à partir du moment où on a des mauvaises lois, on fait en sorte que ces personnes se cachent, que ces personnes n'aient pas accès aux soins, que ces personnes soient exclues. Et quand vous avez aujourd'hui 44%, je dis bien 44% des nouvelles infections qui se produisent chez des populations clés, comme des personnes, des professionnels du sexe, les personnes qui s'injectent la drogue ou des hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes. Mais vous ne pouvez pas, au nom d'une loi, les exclure, leur dire qu'ils n'ont pas le droit aux médicaments qui pourraient leur permettre de vivre. Et malheureusement, on assiste à cela. Je dis 45%. Par exemple, le cas de la Russie, prenons le cas précis de la Russie. On parle d'une augmentation des infections de 10% par an. Oui. C'est énorme. Et je crois que c'est surtout le cas des toxicomanes. Le problème est chez les toxicomanes. Le régime, enfin, Vladimir Poutine estime qu'il s'agit de propagande. Mais c'est pas de la propagande, parce que je veux dire que pour la première fois, la Russie vient de reconnaître que nos données sont des données valables. Et j'ai vu que l'ancien ministre des Finances, Koudrine, vient de faire un tweet en disant qu'il fallait arrêter les infections et que la Russie pouvait éliminer complètement la transmission. Mais le vrai problème, c'est que les lois qui existent ne permettent pas aux personnes qui s'injectent la drogue d'avoir accès aux traitements qui existent, c'est-à-dire la méthadone, que ce soit tous les traitements de prévention des risques. Donc, ces personnes se cachent et continuent à transmettre l'épidémie. Et ça, il faut avoir un débat sérieux sur toutes ces questions d'exclusion. Et je vois ça aussi, que ce soit, bien sûr, je me suis indigné de voir que même en France, un pays aussi évolué, qu'on ait décidé de retirer des affiches qui montraient, bien sûr, des personnes gays. Je crois qu'il faut reconnaître, lorsque vous avez 6 000 nouvelles infections en France aujourd'hui et que vous avez 30 000 personnes infectées mais qui ne sont pas dans les services de soins et que vous avez 40% de personnes gays, il faut les informer. Il faut de la compassion, il ne faut pas de la haine. Il y a encore une discrimination, il y a encore bien sûr des discriminations dans tous les pays autour de ces questions, ou est-ce que culturellement vous voyez quand même des progrès? Moi, je pense qu'il y a des progrès, parce qu'il y a le débat sur la sexualité qui s'ouvre, mais il reste quand même qu'on a plus de 78 pays avec des lois homophobes. Voilà. Vous pensez qu'il y a un lien direct, vous faites un lien direct entre la pénalisation de l'homosexualité et le manque d'informations sur la maladie et le manque de moyens pour se prémunir contre le sida? Bien sûr, chaque fois qu'on n'est pas informé, chaque fois qu'on n'a pas l'accès à la bonne information, on est exposé à des risques. Et malheureusement, vous allez voir que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, de Baltimore à certainement à Bamako, les personnes les moins informées sont les personnes qui sont les plus exposées, particulièrement les personnes gays. Les jeunes gays, où il y a une complaisance, où ils ne se protègent plus. Dans votre rôle, quand vous rencontrez un chef d'État dont le pays justement pratique la pénalisation de l'homosexualité, qu'est-ce que vous dites? Moi, je leur dis qu'il n'y a pas de sous-catégorie de population. Il n'y a pas un Malien qui soit plus digne d'avoir accès aux services qui lui permettraient de rester en vie qu'un autre Malien. Donc, le combat pour moi, c'est l'universalité de l'accès aux soins. Oui, et cette universalité, elle doit se faire au nom des droits humains. Et on ne doit pas exclure quelqu'un. Maintenant, le débat qu'on peut mener sur l'homosexualité ou la drogue, c'est un autre débat. Moi, à mon niveau, en tant que responsable de santé publique, je ne veux pas que la morale impose des lois. Michel Sidibé, vous espérez, vous pensez que l'Amérique de Trump sera aussi ouverte à ces questions de mentalité que pouvait l'être celle d'Obama? Vous savez, moi, je n'ai pas tellement peur on m'a dit, vous allez perdre vos financements, Trump arrive. Moi, je dis que
la lutte contre le sida a été bipartisane. Il faut qu'on se rappelle que c'est sous le président Bush qui a eu ce programme mondial d'urgence de lutte contre le sida. Et c'est là où on a reçu le maximum de ressources. C'est là qu'on a pu lancer les traitements au niveau global. Et je dis que ce soit, et sous Obama, on a eu un maintien de ces activités-là. Et je pense que le fait qu'on ait produit des résultats, le fait que c'est bipartisan, c'est vraiment une lutte bipartisane, je crois qu'on continuera à avoir le support. Les résultats sont là. 18 millions de personnes sous traitement, des vies sauvées. Et je dis, pratiquement la Thaïlande, le Cuba, plusieurs autres pays, on entendait parler de Cuba, déjà ont montré qu'ils ont éliminé la transmission de la mère à l'enfant. Alors tout ceci, naturellement... Mais le vrai problème sera comment convaincre que 43% des personnes clés, des personnes exclues, des personnes qui sont laissées pour compte parce que leur sexualité, parce qu'ils s'injectent la drogue, parce que ce sont des professionnels du sexe, comment les convaincre que ces personnes-là ont un droit d'avoir accès à la vie? Alors, on rappelle l'enveloppe globale. Cette mobilisation passe bien sûr par des moyens aux alentours de 20 milliards, 19 milliards d'euros en année pleine. Les pays riches, les pays donateurs habituels donnent moins aujourd'hui que par le passé. Ce sont les pays émergents qui doivent faire un effort supplémentaire. C'est ça le changement, la cartographie nouvelle? Ah oui, on constate que par exemple sur les 19 millions, on a pratiquement 54-55 millions qui viennent des pays, des ressources nationales et non plus des donateurs. Et on a connu une baisse de 7% des budgets provenant des pays donateurs. Cela m'inquiète. Parce que les pays donateurs se sentent moins concernés, moins en danger qu'autrefois? J'ai l'impression, mais c'est une erreur, parce que quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui avec la co-infection, la tuberculose et le sida, on a 400 000 personnes, je dis bien 400 000 décès dus à cette co-infection sur les 1 100 000 décès. Et on voit les résistances de la tuberculose aujourd'hui. Et il est important de comprendre que c'est une maladie infectieuse et qu'elle pourra continuer, qu'on peut avoir un rebond de cette épidémie si on ne la contrôle pas. Mais je crois qu'on est quelque part victime de nos succès. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, je crois, a recueilli quelques 13 milliards de dollars de promesses de dons. C'est insuffisant ? Moi, je crois que 13 milliards, c'est déjà un succès parce qu'on ne pensait pas qu'on aurait eu 13 milliards dans les circonstances actuelles. Et je félicite le Fonds mondial et on a travaillé ensemble pour mobiliser ces ressources-là. Mais ce qui est insuffisant, c'est les fonds au niveau mondial. On a 7 milliards de déficit. Il faut avoir 26 milliards selon la déclaration politique des Nations Unies si on veut vraiment aller vers le contrôle de cette épidémie-là pour 2030. Et si on ne l'a pas, bien sûr qu'on risque d'avoir un rebond de cette épidémie, on risque d'avoir des résistances et on risque de perdre nos acquis. Ce qui est triste parce qu'il y a une solidarité globale qu'on n'a jamais rencontrée auparavant. Sandrine Cabu. Vous le soulignez tout à l'heure, et pour l'accès au traitement et pour l'accès au dépistage, il y a la partie financement qui est évidemment fondamentale, la partie éventuellement réticence des pays, loi qui joue aussi beaucoup. Si ce financement restait tel qu'il est aujourd'hui, se stabilisait, quelle est la part de lois, de réticences, etc. Dans combien de pays il faudrait vaincre pour arriver à être sur une pente descendante toujours? Moi, je crois que la question, elle est intéressante dans ce sens que quand on regarde les budgets, on parle de 19 milliards, quand même c'est énorme, 19 milliards, même si on a un déficit de 7 milliards. Mais il faut constater qu'on a moins de 2% de ce budget total qui va dans la lutte contre la maladie au sein des populations clés, c'est-à-dire les populations marginalisées, les populations qui ne sont pas touchées. Je dis moins de 2%, quand on sait qu'il y a 44% de nouvelles infections qui se produisent chez ces populations-là. Donc c'est vraiment... Comment vous l'expliquez ?
Je l'explique parce que les mauvaises lois, même quand on a de l'argent et qu'on veut mettre des programmes dans les pays où les lois ne permettent pas, vous ne pouvez pas travailler avec les travailleuses du sexe, vous ne pourriez pas travailler avec les personnes qui s'injectent la drogue et vous ne pourrez pas même atteindre les personnes, les gays. Tout simplement. Est-ce qu'il y a aussi un problème sur la façon, sur l'architecture financière elle-même et la difficulté qu'ont les organisations, les ONG locales, etc., à obtenir des financements, ne serait-ce que pour la prévention? Moi, je pense que la prévention, c'est un problème très sérieux parce que l'architecture qui existe actuellement... Il paraît que c'est compliqué d'obtenir l'argent. C'est très compliqué et je pense que la difficulté, surtout pour les organisations qui se battent quotidiennement, aujourd'hui, c'est terrible pour moi parce que ce sont ces organisations-là qui nous permettaient de gagner. Et aujourd'hui, on voit que ces réseaux disparaissent. On voit que la société civile n'a plus les mêmes ressources. On voit que les voies alternatives qui nous permettaient justement d'aller vers ces populations qui sont difficiles à atteindre disparaissent. Donc vous dites que ça a empiré depuis 2 ans. On en parlait déjà oui, il y a 2 ans et ça a empiré. Les ressources diminuent. Et moi, je vous assure que cela m'inquiète énormément. On a de moins en moins de ressources pour la société civile. Et sans la société civile, on ne peut pas gagner dans la lutte contre le sida. Parce que la société civile, c'est l'acteur le plus proche des malades. Est-ce que vous pensez... Est-ce que va y avoir bientôt à la tête de l'ONU un nouveau secrétaire général, Antonio Guterres? Est-ce que vous pensez que pour lui, c'est un sujet important? C'est un sujet important. Guterres est un homme de justice sociale. Je le connais très bien. On a travaillé ensemble pendant 8 ans. C'était mon collègue. Et je peux dire qu'il va se battre pour qu'il y ait une démocratisation, un accès plus large aux ressources pour ces ONG, pour ces structures qui sont des structures intermédiaires. Parce que on ne peut plus garder le même type de gouvernance au niveau du système des Nations Unies. Il faut qu'on s'ouvre vers, bien sûr, les ONG, mais qu'on s'ouvre beaucoup plus aussi vers le secteur privé. On ne peut pas continuer à être que des organisations qui sont sur elles-mêmes. Michel Sidibé, nous parlions tout à l'heure pour 2020, dans quelques années, de l'objectif 90. En gros, 90% des porteurs du virus qui ont accès aux soins. Il y a un autre objectif que l'on voit, c'est l'objectif 0. C'était en 2030, dans 15 ans, on peut imaginer un monde sans sida. Moi, je pense qu'on peut imaginer si on change complètement l'architecture de la santé mondiale aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a un système de santé qui ne répond plus. Il nous faut nécessairement créer, je vais porter ce combat-là, parce que je pense qu'on peut créer de l'emploi, on peut faire en sorte qu'il y ait 2 millions d'agents de santé aujourd'hui au niveau communautaire. Et en créant ces emplois-là, on réduit la vulnérabilité, on donne la chance à des jeunes, on peut arrêter la migration quelque part. Et le sida peut être un point d'entrée. On l'a vu avec l'Éthiopie, 37 000 agents de santé communautaires qui ont aujourd'hui accès à un emploi, le Rwanda qui essaie de le faire, le Ghana qui essaie de le faire. Et je crois que ça, c'est important. Si on ne change pas ça, on n'aura pas accès aux populations. On l'a vu avec Ebola, on l'a vu avec Zika. Si on n'a pas la proximité avec les populations, on ne va pas gagner. Et pour aller vite, pour faire en sorte que le traitement puisse atteindre les populations et qu'il y ait une suppression de la charge virale et qu'il n'y ait pas de résistance, il faut aller vers ça. Il faut créer de l'emploi. On n'a que 3%. En Afrique, je vous donne un exemple concret. 25% du poids de la maladie, 3% seulement des professionnels de santé qui existent en Afrique. On peut créer des agents de santé, on peut avoir un sous-système de santé aujourd'hui avec 2 millions d'agents de santé communautaires qu'on peut créer et ça réduit la vulnérabilité, ça donne à ces jeunes la possibilité d'avoir de l'emploi et aussi certainement un impact par ricochet sur la migration. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, parallèlement aux agents de santé, des agents éducatifs? Parce que vous parliez des jeunes filles tout à l'heure, et il y aura beau y avoir des agents de santé, c'est peut-être au stade d'avant, à l'école, qu'elles peuvent apprendre à résister, à s'informer.
Sandrine a raison, parce que quand vous regardez pourquoi il n'y a pas de dépistage pour les jeunes filles, pourquoi? Il y a plusieurs facteurs. On sait aujourd'hui que 80% des jeunes filles, je dis bien des jeunes filles, ne finissent pas l'école secondaire en Afrique aujourd'hui. 80% ne finissent pas l'école secondaire. Donc, pas d'éducation. Et on sait que chaque année supplémentaire de scolarisation réduit de 7% les nouvelles infections. C'est incroyable. Donc, il faut aller vers l'éducation. Mais aussi, il faut se battre contre les violences sexuelles. Parce qu'on sait qu'on a un vrai problème avec les grossesses précoces. Et on sait aussi que lorsque les avortements sont clandestins, on a des séries de problèmes qui sont liés aussi à l'absence d'éducation, à l'absence de chance au niveau économique. Donc, elles sont prises en otage par plusieurs facteurs, au niveau social, au niveau, bien sûr, du positionnement de la femme dans la société. Ce sont des questions qu'il faut aborder. Comment est-ce que ces questions-là sont très sensibles au niveau des sociétés? Par exemple, un pays comme Haïti, l'avortement est interdit par la loi. Et donc, il se pratique dans des conditions absolument déplorables. Est-ce que vous pensez que ça peut évoluer? Moi, je crois que ça doit évoluer parce qu'on ne peut pas, il faut qu'on soit réaliste. On est en face de situations de vie ou de mort. Ce sont d'abord des populations très marginalisées, très pauvres, sans éducation. Elles sont victimes de violences sexuelles. Elles se trouvent être enceintes et on leur interdit d'avorter. C'est un cycle vicieux, dangereux, d'exclusion, de marginalisation. Moi, je ne crois pas. Comment est-ce que ça peut bouger, étant donné que les leaders de ces pays disent « nous n'avons pas de leçons à recevoir de l'extérieur, ni de l'Occident, ni de nulle part ». Je pense, Sophie, je ne crois plus à ce modèle d'un côté les élus, de l'autre côté les exclus. On voit aujourd'hui de plus en plus que les gens refusent complètement. Il y a un problème d'absence de confiance. Les citoyens ne croient plus aux leaders et je crois qu'il faut qu'on prenne conscience de cela. Il faut qu'on comprenne qu'on a besoin d'une autre proximité et qu'on a besoin de propositions sociales qui vont permettre d'aller vers les plus démunis. Parce que quand on a la chance d'être privilégié, on va amener sa fille pour faire en sorte qu'elle puisse avoir accès à ces services. Tous les dirigeants de l'ONU que nous interrogeons disent toujours « mais l'ONU, c'est la somme des pays qui le composent. Donc en fait, tout dépend de la volonté des pays. Est-ce que l'ONU peut quelque chose en soi ? Moi, je crois que c'est certainement la somme des pays, mais c'est aussi la somme de leaders. Et ces leaders individuels doivent porter des voix, doivent avoir certaines convictions. Et ces convictions-là, il faut qu'elles soient liées, pour moi, à mon avis personnel, soient liées à la survie des plus démunis. Et ça, si on ne donne pas l'éducation, si on ne va pas vers une sécurité, comme je le disais, humanitaire, qui soit de plus en plus, qui soit humaine, et qu'on ne donne pas la santé aux gens, eh bien, on aura des sociétés de plus en plus explosives. Et je crois qu'on ne les contrôlera pas. Michel Sidibé, vous êtes à la tête d'ONU-SIDA depuis 8 ans. Votre mandat court jusqu'en 2018. Quand on prend un tel poste, on se fixe des objectifs. En 10 ans, est-ce que l'état de cette maladie aura profondément changé ? Moi, je pense que oui, et je pense qu'on n'a pas à rougir de ce qu'on a pu faire ensemble, parce qu'en 8 ans, on avait à peine, comme je disais, il y a 10 ans de cela, 3 millions de personnes sous traitement. Aujourd'hui, on a 18 millions de personnes sous traitement. On ne pouvait même pas rêver qu'on allait arrêter la transmission de la mère à l'enfant. On a réduit de plus de 50% la transmission de la mère à l'enfant. On a plus de 77% des femmes, je dis bien aujourd'hui, qui sont positives, qui sont enceintes, qui ont accès aux services de prévention de la transmission de la mère à l'enfant. On a une baisse de la mortalité de 45%. Donc, je crois qu'on n'a pas gagné contre cette maladie. Mais on a fait des progrès extraordinaires et il faut continuer à s'indigner parce que malheureusement, lorsqu'on a 1 100 000 décès par an, ce n'est pas acceptable. Bien sûr. Dernière question, Sophie ? Oui, comment est-ce que vous pouvez avoir cet optimisme pour le sida et on s'aperçoit que par exemple pour le paludisme, qui est quand même une maladie assez ancienne, et même la tuberculose, on n'arrive pas à mettre des objectifs de cette nature. On ne peut pas dire le paludisme, ça va se terminer à telle échéance.
Moi, je crois qu'il faut être ambitieux, il faut y croire et il faut donner des objectifs. Mais est-ce que c'est parce que la maladie, le paludisme concerne plus le Sud que le Nord, alors que le sida concerne tous les pays du monde? Je pense que c'est parce que tout simplement, on a cru et on a eu cette solidarité globale, on a eu cette société civile, on a eu cette voie qui nous a permis de progresser rapidement. Merci Michel Sidibé, directeur exécutif d'ONU-SIDA, secrétaire général adjoint de l'ONU, d'avoir été sur notre plateau. Prochain numéro d'International la semaine prochaine, nous serons à Athènes en compagnie du président de la République. Excellente fin d'émission. Et puis on se retrouve naturellement sur les antennes de RFI, de TV5 Monde avec le quotidien Le Monde. Merci. Merci. On n'a pas vu le temps.